Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invité cette semaine est le maire de La Rochelle et président de la communauté d'agglomération de La Rochelle, Jean-François Fountaine. Bonjour Jean-François Fountaine. Cela fait maintenant 4 ans que vous êtes à la tête de l'exécutif municipal et nous allons voir ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Nous allons également essayer de savoir quelle place La Rochelle essaye d'avoir au sein de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis nous parlerons enfin de la situation politique locale et nationale. Mais nous allons commencer avec cette publication que vous avez faite sur votre compte Facebook. Il s'agit d'un extrait du registre de baptême d'Étienne Trudeau, l'ancêtre du Premier ministre canadien Justin Trudeau, ancêtre né à La Rochelle en 1641, devenu charpentier menuisier. Il quittera sa ville pour le Québec. L'occasion donc pour vous d'inviter Justin Trudeau à La Rochelle l'an prochain pour l'inauguration de la mairie refaite de La Rochelle. En tout cas, la demande a été officiellement faite. Absolument, mais pour nous, la surprise vient dans son discours devant les parlementaires français. Le Premier ministre canadien cite ses origines et ses origines rochelaises. Vous savez, beaucoup de Canadiens sont partis de La Rochelle, mais ils venaient de l'ensemble des régions françaises. Ils venaient des Deux-Sèvres, de la Vienne, et ils allaient embarquer. Et là, dans la situation particulière, Étienne Trudeau, parce que c'était son nom à l'époque, lui est né à La Rochelle, était baptisé à La Rochelle, on a retrouvé le document, et ensuite prend la mer, il a 18 ans. On est dans une période à La Rochelle particulière, on n'est pas longtemps après le siège de La Rochelle, siège qui a ravagé La Rochelle. 2 Rochelais sur 3 ont disparu dans cette période. Et on est dans une ville qui redémarre doucement, et notamment avec les échanges avec ce qui deviendra le Canada. Donc pas de réponse pour le moment de la part de... Écoutez, j'ai envoyé la lettre il y a 2 jours, donc il se prendra forcément... Parce qu'on sait que ça fonctionne très bien aussi, tout ce qui est racines chez les Canadiens, chez les Québécois en particulier, c'est quelque chose de très important. Donc... Très important, et nous avons tracé dans la ville les lieux de mémoire, l'église Saint-Sauveur, l'oratoire. Nous avons beaucoup de lieux qui nous ramènent à notre histoire, des liens avec la Nouvelle-France. Alors justement, retour à La Rochelle, où je vous le disais, vous êtes maire depuis 4 ans. Un maire, si l'on en croit certaines critiques, Jean-François Fountaine, assez distant, parfois froid, loin en tout cas de l'affabilité de vos prédécesseurs, Michel Crépeau et Maxime Bonneau. Est-ce que ces critiques vous vexent ou est-ce que vous les comprenez, que tout simplement, vous êtes comme ça? Écoutez, tout d'abord, je n'ai pas cette perception. À titre personnel, je pense être assez proche des gens, et quand je me déplace en ville, tous les jours pratiquement, je suis plutôt en contact direct et facile. Maintenant, j'écoute ce que d'autres peuvent dire, et puis voilà, ça fait partie de la vie. J'aime pas la fausse cordialité. J'aime bien voir avec les gens une relation vraie, sincère. C'est peut-être ça ce qui explique ce que certains peuvent juger comme de la distance. Il y a toujours aussi ce triptyque maire, président et patron. Ah non, je ne suis plus. J'entends bien, mais souvent ça revient dans notre façon de gérer les choses, de gérer les conflits, par exemple. Je ne vais pas oublier 40 ans de vie professionnelle. J'ai travaillé 40 ans dans mon entreprise, effectivement, mais c'est vrai que j'ai une approche assez directe des sujets, et j'essaye de les traiter et de ne pas les laisser pourrir, de ne pas les laisser s'enliser. Alors en tout cas, ces critiques, elles ont commencé en 2015, avec la fronde des employés municipaux, et elles se poursuivent aujourd'hui avec la colère parfois du milieu associatif et social. Par exemple, les centres de La Rochelle qui menaçaient de fermer pendant les vacances parce que ce qui était en jeu, vous vous souvenez, c'est la façon avec laquelle vous alliez pouvoir pallier l'absence des contrats aidés. Au final, donc, une enveloppe de 500 000 € a été débloquée. Je vous propose d'écouter néanmoins les inquiétudes d'une mère dont les enfants vont dans ces centres, à celui de Villeneuve-les-Salines par exemple. Est-ce que ça va durer? Est-ce que les promesses vont tenir? Est-ce qu'ils vont vraiment financer le remplacement des contrats aidés? Est-ce qu'on va se retrouver dans la même situation dans 3 mois? Voilà. Jean-François Fountaine, vous comprenez l'inquiétude de cette parent d'élève? Je la comprends fort bien, et on retrouve cette situation dans toutes les villes de France. D'un côté, l'État, pendant longtemps, a baissé ses dotations aux communes. Il faut savoir que la ville de La Rochelle a aussi des emplois aidés, donc leur suppression partielle va nous compliquer la vie. Et puis d'autre part, un certain nombre d'associations dans de nombreux domaines, sportifs, culturels, et dans ce cas-là, les centres sociaux se tournent vers nous. Alors on a travaillé avec l'ensemble des collègues, ce sera un minimum de 500 000 €. Je pense que nous irons au-delà, parce que les centres sociaux sur la ville font un travail exemplaire,
Il travaille aux côtés des services municipaux qui mènent aussi des actions en faveur de la jeunesse. Et donc, nous développerons les moyens. Et je peux rassurer cette dame, évidemment, nous avions déjà mis dans le budget initial 150 000 euros. Il s'avère qu'il faudra sûrement aller plus loin. Et en année pleine, ce sera effectivement une somme de cet ordre de grandeur. Nous mettons déjà 2,5 millions d'euros par an pour accompagner les centres sociaux, mais nous le faisons avec, je dirais, avec plaisir et avec nécessité. Il y joue un rôle irremplaçable dans la vie de la cité. On va beaucoup parler dans cette émission justement de ce rapport entre l'État et les collectivités locales et du problème de l'argent, bien entendu. L'invité surprise de cette émission, avec laquelle vous allez pouvoir débattre pendant 5 minutes, est en duplex de La Rochelle. Il s'agit de Sylvie Geffrey. Bonjour madame, secrétaire départementale du syndicat Sud pour les collectivités territoriales, donc en Charente-Maritime. Vous pointez, vous, depuis plusieurs années, la dégradation des conditions de travail dans les services municipaux et à l'agglo. Jean-François Fontaine vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? D'abord, bonjour. Bonjour, monsieur Fontaine. Bonjour, madame. Bonjour. Je tiens à donner quelques explications, tout d'abord, sur ma raison de ma présence aujourd'hui ici. Quand on nous a sollicité, quand on m'a demandé de venir participer à cette réunion, bien sûr, on a réfléchi, mais j'ai surtout pensé que c'était l'occasion de pouvoir vous parler, monsieur le maire. Alors, allez-y. Il faut dire qu'en ce moment, avec monsieur le maire, c'est très compliqué d'avoir des rendez-vous. Donc voilà, on est là. Je vais pouvoir évoquer avec vous quelques sujets, j'espère. Effectivement, depuis que monsieur le maire est maire, président de différents services publics et de nos collectivités territoriales, il y a un mode de fonctionnement qui s'est mis en place, qui est basé plus sur une financiarisation du mode de fonctionnement, sur une volonté de faire des économies, sur une volonté effectivement d'optimiser les résultats et avec une réelle entrée des services marchands dans les domaines des services publics. Donc voilà, la question que je souhaitais vous poser d'ores et déjà, monsieur le maire et président, c'était avez-vous conscience des impacts humains que la politique et que le mode de fonctionnement que vous avez mis en place, l'impact que ça a sur les agents? Avez-vous entendu parler de la souffrance des agents dans les différents services qui sont sous votre responsabilité? Écoutez, je suis très souvent sur le terrain auprès des agents. Il y a encore quelques jours, j'étais au service des écoles et j'écoute ce que me disent les agents. Il est vrai que nous avons un exercice à mener qui est compliqué. L'État a baissé ses dotations aux collectivités locales et nous devons investir. Et donc, il nous faut trouver des solutions. Mais je peux vous rassurer. Tout d'abord, vous avez indiqué que je souhaitais limiter l'action du service public. C'est pas vrai. Depuis mon arrivée, j'ai même plutôt élargi. Très concrètement, vous ne pouvez pas citer un seul exemple d'un service qui serait passé au privé, parce qu'il n'y en a pas eu. Ensuite, j'ai plutôt mis dans le service public un secteur que vous connaissez bien, qui s'appelle le Carré Amelot. C'était une association qui gérait du personnel dans le domaine de la culture. J'ai considéré, et nous avons considéré, parce que c'est une décision collective du conseil municipal, que la mission qu'ils avaient était une mission qui relevait du service public. Et donc, j'ai titularisé l'ensemble des acteurs du Carré Amelot au sein des services de la ville de La Rochelle, parce que je pense que ça allait dans la bonne direction. Deuxième question, Sylvie Geffrey. Alors, je vais poser une deuxième question, mais ce qui m'ennuie dans la réponse qui vient d'être donnée, c'est qu'effectivement, nous, on a d'autres éléments. Les dernières réunions qu'on a eues en matière paritaire ont montré que déjà, en matière d'espace vert, propreté urbaine, par exemple, où on a réorganisé les services, sur une réunion, on a déjà 14 postes qui ont été supprimés. Et ces postes-là, votre élu au personnel nous a dit clairement assumer le choix de la collectivité de donner les missions exercées initialement par les agents du service public dans certains secteurs à des associations, à du privé. On a des marchés qui vont être passés pour faire l'entretien. Donc, grosso modo, si je comprends bien, Sylvie Geffrey, si je comprends bien, c'est... Vous, Jean-François Fontaine, vous allez sur de l'investissement davantage que ce qu'il nous faudrait et vous laissez de côté davantage le fonctionnement et oui, mais le côté social de la gestion. Je vais donner un chiffre très précis. La masse salariale, parce que c'est à cela qu'on mesure ce que nous versons à l'ensemble des salariés de la ville de La Rochelle, et a augmenté sur l'année écoulée de 2%. Donc on ne peut pas me dire à la fois j'ai limité l'action du personnel municipal alors que les salaires versés à l'ensemble des salariés de la ville de La Rochelle a augmenté de 2%. En plus, sur les missions, effectivement, Madame Geffrey a raison de souligner que certaines missions ponctuelles sont parfois externalisées. Alors il faut savoir à qui et pourquoi. Très souvent, c'est auprès de structures d'insertion.
parce que les structures d'insertion jouent un rôle essentiel pour le retour à l'emploi des salariés, des gens qui en sont parfois écartés. Donc oui, nous continuerons à confier des missions à des structures d'insertion, parce que ceci nous paraît être de bonnes politiques. On va continuer le débat avec vous, Sylvie Geffray. Simplement, juste avant, on parlait de la fin des contrats aidés et la baisse des dotations de l'État depuis 2014, qui font vivre, on le sait, un enfer souvent en municipalité. Alors certaines d'entre elles, comme la ville de Niort, dirigée par Jérôme Baloge, viennent de signer cette semaine à Matignon un contrat de maîtrise des dépenses publiques avec l'État. Et si pour la plupart des maires de gauche, il s'agit purement d'un chantage pour un moins-disant social, pour ceux de droite, c'est plutôt un donnant-donnant positif. Je vous propose d'écouter Jérôme Baloge à ce sujet. On en parle juste après avec vous deux. Mesurer l'avantage d'un tel contrat qui nous dit on ne baisse pas les dotations, mais vous engagez à maîtriser vos dépenses. Et si tout est bien tenu, eh bien nous serons à vos côtés en plus pour vous apporter des recettes nouvelles pour vos investissements. Eh bien moi, je préfère cette visibilité, cette clarté à une autre politique qui nous laissait d'année en année dans l'incertitude et dans l'appauvrissement. Jean-François Fontaine, envisagez-vous de signer ce contrat avec l'État ? Peut-être, mais nous discutons avec l'État des conditions. Parce qu'un contrat, c'est chacun émet son point de vue. Et je considère par exemple qu'à La Rochelle, le taux de 1,2 est très exigeant. Des exemples très concrets, on parle d'emploi public, nous avons des missions en termes de sécurité qui sont des missions nouvelles. Depuis les attentats, nous avons renforcé, nous avons mis la police municipale de nuit. Et donc ça, ce sont des missions complémentaires et nous souhaitons que l'État les prenne en compte pour ces dialogues. Sylvie Geffray, vous pensez que si jamais Jean-François Fontaine signe ce contrat avec l'État, ça sera encore pire, selon vous, en tout cas, si je me place dans votre point de vue, au niveau social, justement, dans la gestion du personnel municipal ? Pardon. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Je vous demandais de savoir si, selon vous, si jamais La Rochelle et l'agglomération signent ce contrat de maîtrise des dépenses publiques avec l'État, est-ce que vous pensez que ça sera une ingérence finalement de l'État dans une collectivité territoriale avec comme conséquence un moins-disant social ? C'est une crainte que nous avons, effectivement. C'est ce qu'on appelle la rigueur, grosso modo, la rigueur de gestion, quoi. C'est une crainte que nous avons, d'autant que la rigueur budgétaire imposée sur le personnel communal et sur les autres personnels des collectivités existe déjà. Effectivement, on est dans une démarche où, dans tous les services, on est dans une volonté d'économie de postes. Donc, des mesures au niveau gouvernemental qui viendraient alourdir encore ces mesures afin d'aboutir à ce que dans des services, on soit encore plus en sous-effectif, ne peut pas effectivement apporter quelque chose de positif. Je voudrais juste rebondir sur le. Une dernière chose, s'il vous plaît, Sylvie, j'ai fait le temps passe très très vite. Oui. Oui. Sur la réinsertion, les associations de réinsertion. Je pense que la réinsertion, elle peut se faire aussi par le biais des emplois au sein de la collectivité. Voilà. Et passer par des associations de réinsertion, c'est se donner bonne conscience. Et je vais juste en finir, parce que c'est vraiment très bref. Je voulais juste vous dire, monsieur le maire, que le sentiment, comme ça a été dit au début du reportage, le sentiment des agents de vos collectivités, c'est véritablement celui-là. C'est que vous n'êtes pas conscient de ce qui leur arrive. Vous êtes ailleurs. Vous êtes ailleurs. Vous n'êtes pas concerné et les priorités que vous fixez à la collectivité, c'est plus dans un domaine peut-être électoraliste, les travaux, faire passer un message aux électeurs, mais les agents ne sont pas votre priorité. Merci beaucoup. C'est véritablement quelque chose qu'ils ressentent. Merci Sylvie Geffray d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission et je laisse répondre bien entendu Jean-François Fontaine. Je ne peux pas entendre ce message. Je suis tous les jours sur le terrain, que ce soit la propreté urbaine, que ce soit le service des écoles, que ce soit les espaces verts. Je mesure le travail qui est fait dans notre ville par l'ensemble des services municipaux. Et beaucoup de choses sont faites à La Rochelle par les services municipaux et je compte bien continuer ainsi parce que je trouve que c'est de bonne gestion que d'avoir des services municipaux actifs et bien organisés. Néanmoins, à Matignon, par exemple, ce lundi, Alain Juppé, qui a signé ce contrat, disait attention, quand on est une communauté, une ville, on a des dépenses nouvelles à faire parce qu'on s'agrandit, parce qu'il y a une expansion, qu'elle soit démographique ou économique, il y a des dépenses à faire. Est-ce que vous n'allez pas être sous la pression de cette maîtrise des dépenses, encore une fois, au détriment des gens, simplement des personnes qui travaillent pour la mairie? Écoutez, non, parce qu'on a ce dialogue en permanence dans tous les domaines. On essaye de voir comment on peut optimiser. C'est notre responsabilité que de nous assurer que l'argent public est bien utilisé. C'est essentiel. Et puis, je peux vraiment dire très clairement que l'ensemble des agents municipaux, et je pourrais dire de même du CCAS et de la communauté d'agglomération, font de l'excellent travail. Donc voilà, on a cet échange. Et je pense être peut-être plus souvent
auprès des agents que Mme Geffray. Alors on a vu Jérôme Baloche, on sait que vous, sur plusieurs dossiers, Niort et La Rochelle sont en concurrence frontale, que ce soit sur le dossier de la Caisse d'épargne ou sur Ikea. Comment ça se passe entre vous deux On n'est pas du tout... Alors là, je découvre que nous serions en concurrence frontale. Sur la Vous Caisse savez, d'épargne. non, mais je peux vous assurer, je vois Jérôme Baloche régulièrement. Nous avons formé avec les villes de Rochefort, de Niort, avec l'ONIS, avec le Sud Vendée, un pôle centre-atlantique, qui est de dire si on veut exister demain entre Nantes et Bordeaux. Il faut qu'on se rassemble sur des grands sujets. Et ces grands sujets, c'est le développement économique. Il y a, par exemple, à Rochefort, un pôle aéronautique important avec des entreprises qui sont aussi sur Niort. Donc ça veut dire davantage de connexions entre La Rochelle et Niort, par exemple, pour exister dans cette Nouvelle-Aquitaine ? Bien sûr, évidemment, tous les jours. Si on veut, nous n'aurons jamais la taille de ces grandes métropoles. Or, aujourd'hui, le monde se métropolise. Et nous ne voulons pas former 10 villes immenses. Ce n'est pas du tout notre histoire, ce n'est pas du tout notre volonté. Donc ce qui se fait parfois avec des villes importantes, comme peut l'être Bordeaux, nous voulons le faire ensemble, ce qu'on appelle des réseaux de villes, tout simplement. Et donc je peux vraiment vous dire que nous sommes... Par exemple, sur le TGV, quand Niort est mieux desservi, La Rochelle en profite et réciproquement. Sur la formation supérieure, sur l'enseignement supérieur, sur beaucoup de sujets, nous essayons d'avoir un message commun. Si le préfet de région ou le président de région reçoivent un message du maire de La Rochelle et que ce message n'est pas le même du maire de Rochefort et du maire de Niort, à ce moment-là, il va se retourner vers nous et il va nous dire écoutez, mettez-vous d'accord entre vous d'abord. Non, je peux vous dire vraiment que les relations avec mes collègues des territoires très proches, parce qu'on travaille tous les jours, vous savez, beaucoup de Rochelais vont travailler à Niort et réciproquement ou à Rochefort. Non, bon. Des formidables complémentarités. On parlait de l'État tout à l'heure qui met moins de moyens à disposition des communes. En tout cas, il y a, si c'est vrai, en tout cas, il y a une frénésie gouvernementale à La Rochelle. On ne compte plus, en effet, les visites officielles de ministres depuis octobre dernier, par exemple. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, le 16 mars. Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, le 16 février. Julien Denormandie, ministre de la Cohésion des Territoires, le 31 octobre. Ou encore Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, le 28 octobre. Un véritable défilé qui, d'ailleurs, s'arrête pas. Ça continue encore en ce moment. Comment on vous l'explique ça ? Écoutez, que nous avons beaucoup de dossiers que nous essayons de porter au plan national. Nous travaillons là-dessus avec notre député, avec Olivier Falorni, avec qui nous avons les meilleures relations. Et donc, un certain nombre de sujets. Écoutez, le ministre de l'Intérieur est venu inaugurer un nouvel hôtel de police. Les policiers de La Rochelle en avaient vraiment besoin. Et je peux vous dire que c'était pour nous une satisfaction que de voir le ministre de l'Intérieur venir. Sur le logement... Gérard Collomb, qui d'ailleurs, je m'arrête sur cette visite, il a également profité pour faire un chèque de 60 000 €, je crois, pour la vidéosurveillance sur 2 zones particulières absolument de la ville. Sur 2 zones particulières. Je ne suis pas favorable à généraliser. C'est ce que vous aviez dit lors de la campagne. Oui, il faut le faire avec mesure. Nous avons un endroit qui s'appelle la Cour du Temple, dans lequel il y a eu des drames. Et donc, je suis plutôt même impatient parce que nous attendons la mise en place de cet équipement. Et donc, oui, nous recevons des ministres. Nous en recevrons prochainement sur le thème de l'emploi également. Écoutez, à La Rochelle avait l'habitude aussi de recevoir des ministres par le passé. Donc, nous continuons cela. Donc, le TGV, ça fonctionne bien pour aller de Paris à La Rochelle, finalement. Quand il n'est pas en grève. Impossible de parler de La Rochelle sans évoquer l'activité portuaire, un port qui veut s'agrandir à la Palisse à l'horizon 2025. On en parle juste après ce reportage. C'est déjà un grand port, mais qui veut grandir encore grâce à une série d'aménagements prévus d'ici 2025. En projet, la création d'une plateforme logistique de 35 hectares à la Repentie et la construction de 2 nouveaux quais, l'un à Chef de Baie dédié au trafic de pâte à papier et l'autre sur l'Anse-Saint-Marc pour développer la filière des énergies marines renouvelables. Objectif, rester compétitif et atteindre à moyen terme un trafic de 12 millions de tonnes. Depuis déjà plusieurs années, nous constatons une massification des trafics qui est due à l'augmentation de la taille des navires. Si vous ne pouvez plus accueillir ces navires, vous vous coupez une grande partie des trafics. Donc pour continuer à exister sur le trafic maritime, et c'est la vocation d'un port, pour préserver son existence et sa compétitivité, il est important de s'adapter. Dans un souci de transparence et comme la loi l'y autorise désormais, le port, maître d'ouvrage, a choisi d'ouvrir le dialogue et de lancer une grande concertation sur cet ambitieux programme, estimé à 80 millions et qui ne sera pas sans conséquences sur l'environnement. On a 2 grands types d'enjeux, des enjeux environnementaux, grosso modo de respect des habitats marins et de la qualité du milieu, et puis des enjeux qui concernent plus les riverains, ne pas dégrader la qualité de vie des riverains, que ce soit dans le cadre des travaux ou une fois que ces aménagements seront terminés, par exemple par des poussières ou par du bruit. Un projet qui peut encore être revu et corrigé.
Le projet Port Horizon 2025 comprend plusieurs opérations qui sont en cours d'étude. Et le fait de faire cette concertation maintenant, bien en amont, en fait, nous permet d'adapter ces projets d'aménagement et les modalités de réalisation pour pouvoir faire en sorte qu'on réponde au mieux aux attentes des citoyens. Des temps de rencontres et plusieurs réunions publiques sont prévues du 1er février au 18 mars, fin de la concertation, des observations dont le port devra tenir compte avant sa décision finale. Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec Jean-François Fountaine, maire de La Rochelle et président de l'agglomération, de la communauté d'agglomération de La Rochelle. Quel rôle La Rochelle et l'Agglo justement auront dans cette expansion ? Écoutez, nous avons une place importante au sein de la concertation. Je siège au conseil de surveillance du Grand Port Maritime. Nous avons des relations très régulières avec les dirigeants du Grand Port Maritime. Alors je crois qu'il faut rappeler tout d'abord l'importance du Grand Port Maritime pour notre cité. C'est beaucoup d'emplois. C'est un port qui est inscrit dans notre histoire et que nous comptons bien contribuer à développer. Qui doit le gérer ? Alors demain, il y a aujourd'hui un débat qui a été engagé par le Premier ministre lors des assises de l'économie de la mer qui se tenaient au Havre. L'État a fléché un petit peu vers les régions. Et ceci ne me convient pas complètement. J'apprécie Alain Rousset et la région, bien évidemment. Toutefois, je pense qu'il doit y avoir un enjeu national autour des grands ports maritimes. Et à mes yeux, je pense qu'il vaudrait mieux que les ports restent dans le giron de l'État. Les craintes environnementales ont-elles été levées sur ces dossiers ? Parce qu'on se souvient du dossier de l'agrandissement du port des Minimes. Est-ce qu'on va apprendre des leçons de ce dossier-là pour pouvoir justement éviter des problèmes environnementaux ? Quand nous sommes arrivés en responsabilité, il y avait une assez forte tension entre le quartier de la Palisse et le grand port maritime parce qu'il y a des présences de citernes d'essence. Il y a eu un travail de dialogue remarquable, il y a eu des dispositions prises et on est en train d'apaiser la situation, notamment dans quelques années, il n'y aura plus de carburant à proximité immédiate des habitations. Mais je crois qu'il faut continuer ce travail. Le port de La Rochelle a comme caractéristique à la fois d'être très favorable, ouvert sur l'océan, mais aussi d'être très proche d'une partie des citoyens. Donc nous devons être extrêmement vigilants, à la fois sur cette proximité, mais aussi sur les enjeux de toute nature de pollution, que ce soit par des poussières, que ce soit par des odeurs. Il faut une très grande vigilance. Et là, je veux saluer le travail qui est mené par le Grand Port dans ce domaine. Alors, un autre équipement de pointe vient de sortir de terre à La Rochelle. Il s'agit du centre de perfectionnement et d'entraînement du Stade Rochelais Rugby. L'inauguration a eu lieu le 25 mars dernier. En quoi la place grandissante du club de rugby est-elle importante pour vous, pour la ville ? Alors tout d'abord, c'est un état d'esprit. On a aujourd'hui une équipe formidable, mais on a aussi des dirigeants formidables. C'est des gens qui ont un esprit collectif et en servant le club, ils servent notre ville. Et ce sont des gens inscrits depuis bien longtemps dans l'histoire rochelaise. Donc ils donnent cette image positive, puis de manière extrêmement... Est-ce que c'est pas trop fragile quand même ? Non, parce que c'est sur des fondamentaux extrêmement sains. La démarche du Stade Rochelais, aujourd'hui, ils sont en avance sur leur parcours. Ils nous avaient présenté un programme. La victoire, c'est formidable quand elle est là. Mais il n'y a pas que la victoire, il y a aussi un parcours. Moi, je ne suis pas favorable à un club qui gagnerait en méprisant tous les fondamentaux de l'équipe. De toute façon, ils sont obligés de former des jeunes joueurs, les joueurs issus des les supporters extrêmement heureux quand le Stade Rochelais gagne, évidemment, et je suis triste quand on a des défaites, c'est arrivé. Mais vous savez, quand nous sommes arrivés, le club était en Pro D2, en seconde division. Aujourd'hui, il joue parmi les meilleures équipes de France et même européennes. Donc nous sommes extrêmement heureux. Et vous savez, notre soutien au Stade Rochelais, il ne s'arrêtera pas le jour où il gagne ou il perd. C'est un soutien en profondeur et dans la durée. Il n'y a pas un risque de folie des grandeurs ? Non, il n'y a aucune folie des grandeurs au Stade Rochelais. Nous n'avons pas construit un immense stade comme on fait d'autres territoires et qui se retrouvent avec des stades inoccupés. La Rochelle, c'est plutôt l'inverse. Depuis 34 matchs, le stade est plein et joue à guichet fermé. Et donc, on a un équipement qui est bien dimensionné pour notre ville. Et puis, ils se sont dotés d'un formidable centre de performance. Je rappelle que c'est le Stade Rochelais qui a construit cet équipement. Nous l'avons accompagné budgétairement, modestement. Ce sont eux les premiers acteurs de ce développement. Aujourd'hui, quelle est la part justement de la Rochelle et de l'Agglo sur les 7 millions d'investissements Écoutez, là, nous avons mis 200 000 € par an pendant 2 ans. Le conseil départemental a apporté. Donc, c'est un complément. Ce sont eux qui financent l'essentiel. Jean-François Fountaine, les prochaines élections municipales sont, vous ne l'ignorez pas, dans 2 ans. Serez-vous candidat pour un deuxième mandat ? On imagine que oui. Écoutez, tout d'abord, je prendrai ma décision dans les mois qui précéderont l'élection, mais je ne vais pas non plus tourner autour du pot. Quand on engage des chantiers aussi importants
une transformation de notre ville autant en profondeur, à la fois sur son aménagement, mais même nous avons cette ambition d'être une ville zéro carbone en 2040. Nous sommes candidats au grand programme qui s'appelle TIGA, territoire de grande ambition environnementale. Et évidemment, on a envie d'aller plus loin. Mais ceci dit, ce plus loin sera peut-être porté par d'autres. J'annoncerai cela dans les mois qui précéderont l'élection. Anne-Laure Gemouillet, qui vient de quitter le Parti socialiste, présentera, dit-elle, en candidate sans parti politique, un commentaire ? Non, j'ai aucun commentaire. Vous savez, la vie politique est une vie de débat, d'échange, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça fait quand même, ça sera peut-être 2 candidats issus du Parti socialiste qui ne le sont plus. Mais peut-être plus que ça, peut-être d'autres issus d'autres partis. J'ignore complètement quel sera le panorama dans 2 ans. Vous ne savez pas s'il y aura un candidat de La République En Marche ? Je ne le sais pas. Ça pourrait être vous ? Non, je serai candidat, comme je l'ai été, pour La Rochelle, avec une liste qui rassemblera très large, du centre, voire du centre droit, jusqu'à des militants très engagés à gauche. Une équipe qui sera là pour l'intérêt des Rochelais. Personnellement, je me suis toujours engagé à gauche, mais ce sera un rassemblement de bonne volonté de gens qui sont plutôt sur du centre-gauche sur le plan politique. Si je dis ça, Jean-François Fontaine, c'est que vous savez très bien qu'on vous sent macro-compatible, mais que effectivement votre majorité municipale est quand même, il y a quand même des écologistes, il y a quand même des gens de gauche, ça risquerait de coincer un petit peu. Donc est-ce que c'est pour cela que vous ne voulez pas y aller, non, c'est pas pour c'est vraiment idéologiquement? Vous savez, dans l'action municipale, les gens ne vous demandent pas tous les jours si vous êtes encarté à tel ou tel parti. Ils vous demandent qu'est-ce que vous allez faire pour développer notre ville et ensuite ils mesurent l'action qui a été menée. Donc il n'y a pas de sujet d'étiquette sur des questions municipales. Ils veulent connaître bien sûr nos grandes orientations politiques, mais le plus simple c'est qu'ils le mesurent à travers l'action quotidienne que nous menons. Est-ce que vous avez négocié avec... on a vu qu'il y a plein de ministres qui venaient à La Rochelle. Est-ce que vous en avez profité en tout cas pour leur dire ça serait bien si vous ne mettiez pas un candidat En Marche pour les 2020 ? Écoutez, s'ils viennent si nombreux, c'est qu'ils peuvent peut-être le ressentir tout seul sans que j'ai besoin de m'exprimer sur ce sujet-là. Non, je n'ai pas de débat au plan national pour leur dire il faut un candidat ou pas. Mais vous savez, à La Rochelle, on a une situation particulière. Macron a fait un très gros score, presque 80% au 2e tour. Et ensuite, nous avons invité à voter pour un député qui n'était pas de En Marche. Donc vous voyez, les Rochelais ont leur identité, ils savent ce qu'ils veulent comme candidat, comme maire, comme équipe municipale. Donc je pense que le sujet des étiquettes n'est vraiment pas un sujet majeur. Un mot justement sur Emmanuel Macron, sur au bout d'un an de pouvoir, un bilan pour vous dresser. Est-ce que vous attendiez à cela ? Je ne connaissais pas bien Emmanuel Macron. On l'avait rencontré peu de temps avant l'élection. Il était venu passer une journée à La Rochelle. Écoutez, le personnage est impressionnant. Sur le plan international, il a donné à la France une image extrêmement forte dans une Europe qui est terriblement affaiblie. Je dirais qu'il y a une fierté française qui s'est retrouvée dans un panorama international plutôt inquiétant. Maintenant, sur un certain nombre de sujets très concrets, on a parlé des emplois aidés, effectivement, je pense que certaines mesures auraient pu être prises avec plus de doigté et probablement plus de délai. C'est la fin de cette émission. Merci Jean-François Fontaine d'avoir accepté notre invitation. Pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique, rendez-vous sur notre site internet la semaine prochaine. Laïd Beritane vous proposera un débat sur la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes départementales. Débat entre le sénateur de la Vienne Alain Fouché et le député La République En Marche de Charente Thomas Mesnier. Pour leur place au journal de la mi-journée présenté par Camille Wormser. Excellent dimanche à toutes et à tous.